He shakes his head, his goes and his feet, his shakes his head, his goes and his feet. He purrs down the alley, his head, his feet, his feet, his goes, the right, the back, the goes, the Bonjour à tous. J'avais envie là. Merci d'être là. Bienvenue dans les invités du local. Merci d'être devant la télévision avec nous. Bon, j'avoue, t'as été carrément plus rapide. Hein. Je t'ai pas prévenu en même temps. Ah, j'ai voulu te choper par la veste et au même moment. Non, j'étais trop rapide. Trop rapide, Speedy Gonzalez. Bienvenue pour 1h30 de bonne humeur, d'esprit, d'intelligence, avec les agités par exemple. Testo, Sidonie, Jean-François, Ben, le JT de Zouzou, Jimmy Destroy et la NPE Spectacle. Mais bien sûr que je les applaudis, les agités. Oui, tu peux. C'est toi qui les applaudis pas, en fait. Non, je viens déjà de les présenter avec emphase. Je t'en garde un peu pour les invités aussi, parce que forcément, les agités, il y a toujours des invités. À commencer par une humoriste qui s'est fait beaucoup remarquer l'an dernier. Son spectacle s'appelait Aujourd'hui, c'est férié. Julie Ferrier. Merci de l'applaudir. Elle sera là tout à l'heure puisqu'elle remonte sur scène au Théâtre Comédia. Et puis nous allons recevoir une très jolie jeune femme que vous avez peut-être vue sur M6 notamment, où elle était la vedette d'une série de l'été qui s'appelait Les Yeux de Laura. Elle a écrit un livre où elle raconte un don qu'elle a. Elle en parle le plus sérieusement du monde et c'est assez convaincant, en tout cas sur sa sincérité. Figurez-vous que Delphine Chanéac, c'est son nom que nous recevons, est médium. Delphine Chanéac. Pour nous accompagner pendant toute l'émission, un crooner, un charmeur, un danseur. T'es bon en swing ou pas, toi? C'est-à-dire que moi, je sais qui est derrière, je sais comment il danse sur scène, je sais comment il a le swing, je sais comment il a un orchestre complet qui est là pour le soutenir. Il adore la danse à deux, lui. Donc je rabats mon caquet et je dis bienvenue à monsieur Danny Briand. Les applaudissements féminins en votre faveur, j'imagine. Non, mais faut plaire à tout le monde. Hein. Vous savez, Claude François... C'est une autre émission, ça. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Vous savez, Claude François, par exemple, il savait que les filles venaient pour lui, mais il mettait des danseuses derrière il savait que les mecs venaient pour les danseuses. Allez, on danse un peu derrière Danny, ok? Mais je pense que Claude François, malgré tout, sans les danseuses derrière, il plaisait aussi aux hommes. Ah bon, bah alors c'est bien. Bah, Moi, j'ai vu son petit regard à Danny, il regardait un peu, ouais, toi d'accord, c'est bon, toi, il a déjà fait un radar de tout. Toi, non, toi, oui, toi, oui. Bon, on va laisser la place à Stéphane qui commence traditionnellement l'émission. Il se demande ce que vous pourriez bien vendre. Dans quelle campagne de pub on pourrait vous utiliser? J'ai eu 2-3 idées, bon. Vous n'avez pas la réponse, lui, il l'a. Danny Briand. Bon, avec Danny, hein, pour faire de la pub, on va pas chercher midi à 14h. Danny, c'est le beau gosse. Enfin, moi, l'image qui me vient tout de suite quand je pense à lui, c'est l'image du coq, hein, je peux pas vous dire. Toutes ces plumes chamarrées, cette voix exceptionnelle, cette manière aussi un peu de gonfler le torse, comme ça, un petit peu, avec toutes les poulettes de la basse-cour autour de lui. C'est un coq. Enfin, en apparence, en tout cas. Parce que qui est vraiment Danny Briand? Mais personne ne le sait. Qui se cache derrière ce pseudo? Qui est-il à l'intérieur? Personne ne peut savoir. Reprenons l'image du coq. Qu'est-ce que c'est qu'un coq à l'intérieur? C'est du poulet. Et ben voilà, Danny, c'est du poulet à l'intérieur. Ça peut paraître un peu choquant comme ça, mais ceux qui aiment vraiment le poulet savent qu'il y a un fond de vrai. Le poulet, ce qui est bon, c'est la sauce. Ben, un peu comme Danny. Lui, ce qu'on aime dans Danny, c'est l'assaisonnement musical qui va avec ses disques. Alors, premier disque, sauce américaine. Deuxième disque, sauce cubaine. Troisième disque, sauce italienne. Dites donc, Danny, vous savez que Sarkozy est élu, là? Franchement, vous avez un problème avec votre identité nationale? Vous savez ce qu'il a dit, le président? La France, si on l'aime pas, on la quitte. Et puis il faudrait peut-être penser à rendre ce qu'elle vous a donné aussi, la France. Alors on a pensé à ça, on s'est dit pour faire plaisir au nouveau président, un véritable album français comme vous n'en avez pas encore fait. Voilà. Eh oui, la chenille, la danse des canards, un style entre Bézieux et licence 4. Non mais l'avantage, Danny, faites pas la gueule. L'avantage c'est qu'avec un disque comme ça, il est à peu près sûr de, en 2012, être place de la Concorde avec Mireille Mathieu pour chanter la réélection de Sarkozy. C'est ce genre de disque qui vous fera avancer, Danny. Enfin... Moi, je parle de Danny comme un produit, mais on sait bien que c'est pas qu'un produit, c'est un artiste. Ce qui est le gage du véritable artiste, c'est qu'il a gardé son cœur d'enfant. Alors, dans le cas de Danny, c'est particulièrement éloquent. C'est un petit garçon. C'est resté le petit garçon qui chante les chansons qui plaisent à sa maman.
Bah, pour tous ces albums, il n'y a pas une chanson, pas une musique d'après l'invention du rock'n'roll. Que des musiques qui plaisent à sa maman. Et ça, c'est un vrai truc sincère. Même là, je sais pas si tu es trop au courant. T'es au courant, Dany? Le général de Gaulle, il est mort. Elvis Presley, pareil. Enfin, je veux pas non plus te déprimer avec l'avenir. Hein. Dans l'avenir, il y a des trucs bien qui t'attendent. Le Minitel, par exemple, tu connais pas encore. C'est génial, le Minitel. Bon, en même temps, on va pas non plus faire trop de la poésie. Les mamans, les vieilles dames, nous dans la pub, on appelle ça la cible senior. On adore la cible senior. Ils confondent les euros et les francs, on les en a comme on veut. En plus, il y a Alzheimer, donc elle achète le disque le matin, la mamie. L'après-midi, elle a oublié. Aussi bien en racheter un. Alors, franchement, on va c'est pour se ça. goinfrer avec ça. Mais C'est pour ça que je vends. Trouver le produit. Quel est le produit qui pourrait relier les mamies et Dany? Eh ben, les mamies, souvent, elles ont un dentier, puis Dany, il a un joli sourire. Alors voilà, on a pensé ça, éventuellement, voilà. Donc, et non, bon, je sais, non, c'est peut-être pas un truc qui va faire vendre. Ah, surtout qu'il peut pas rester un petit garçon toute sa vie, à un moment. Il faut qu'il grandisse, hein. On peut pas rester dans les jupes de sa maman tout le temps, Dany. Moi, j'ai lu Freud, et à un moment, il faut quitter les jupes de sa maman. Là, tu vas le sentir, hein. L'adolescence, c'est quoi? C'est les premiers poils que tu vas voir apparaître. Puis les petits boutons. Alors, quand on a les premiers trucs d'acné, c'est là que l'adolescence, on est près de la rébellion. Et Dany, à un moment, il va y arriver. À un moment, il va casser son image, il va arrêter avec le petit garçon. Et le produit avec lequel les adolescents, vous le savez, vous qui êtes jeunes, expriment leur révolte aujourd'hui, c'est quoi? Non, c'est pas le pavé dans la gueule. Non, aujourd'hui, c'est le gel pour les cheveux. C'est ça qui permet d'exprimer ta personnalité. Bon, Dany qui utilise 25 litres de brillantine par concert, franchement, si on fait pas une bonne pub pour le gel, hein, il va pas être bien l'adolescence, Dany? Bon, on l'a beaucoup plaisanté, mais c'est parce qu'il supporte ça, et surtout parce que c'est le vrai crooner, le vrai swinger à la française, le vrai type confirmé par le succès qui va passer 1h30 avec nous, et on l'applaudit. Bravo, Dany. Ça donnerait quoi Il y a du vrai, hein. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ça donnerait quoi la Moi, danse des canards? j'ai un problème avec ma mère. Ah, Elle m'a appelé Oedipe en deuxième prénom. On en parlera tout à l'heure, votre nouvel album lui est dédicacé d'ailleurs. Absolument. Les agités qui sont autour de vous. On vous les présente. Ben qui raconte des contes aussi, mais pour les grands enfants. en face de lui, il est barbu, je dis pas lequel c'est, il a des lunettes, vous l'avez reconnu, c'est Jean-François Kervéan. L'autre barbu, le professeur Teston, il se prend pour un intello, mais il est sympa, vous allez voir. Et enfin, Dany, vous avez dû supporter la présentation de ces garçons, retenir leurs prénoms, ce qui ne vous intéresse pas. Mais vous saviez qu'au bout du compte, Comment vous il s'appelle à côté finiriez... de vous? Comment il s'appelle à côté de vous? Parce que ce qu'il attend, Dany, c'est de savoir comment elle s'appelle, la jolie blonde qui est assise en face de lui. Elle s'appelle Sidonie Bonnec. Alors, vous plaisez déjà beaucoup à Dany, Sidonie, mais vous allez malgré tout nous montrer que vous le comprenez. Moi, je pense, Dany Briand, vous jouez un petit peu le joli cœur, genre j'aime un peu toutes les femmes, mais au fond, c'est pour moi que vous en pincez. Non, je vous assure, hein, j'ai lu tous les titres de vos chansons et tout s'adresse à moi. Non, mais je vais vous lire, écoutez ça, c'est édifiant. Comment c'est ton nom? Ma fiancée, elle est partie. La nuit est à nous, c'est ça qui est bon. Regarde-moi, dis-moi, donne-moi l'amour. Dors, viens danser. Je t'attends dans les rues de Robe. Viens à Saint-Germain. Mais j'ai jamais vu pareil drague d'un invité même de ton plateau, mais jamais quoi. Donc avant de commencer une quelconque histoire, Dany, j'ai quand même réfléchi un peu à ce que ça impliquait d'être ensemble. Et alors à force de répéter aux femmes qu'elles sont belles, qu'elles dansent bien, etc. Moi, j'ai remarqué que ça crée une sorte de ribambelle de folles autour de vous qui font n'importe quoi pour vous séduire. Et je ne suis pas prête, je pense, à accepter tout. Et ça, par exemple. And shake it on the dance floor like Million. You get dick if you get low. Oh, show me what you working when you look so fine. You need a disco kick like my teeth glistening and shine when I whisper and I smile for a second and it drops. On n'a pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À mon avis, il y a un gamin En qui s'en prend. fait, il y a un petit garçon qui se fait décapiter par le danseur. Est-ce qu'on peut revoir l'enfant qui se fait décapiter Allez, quand allez. même? On est sur le service public. Regardez bien à gauche. Oh, voilà. Génial. Ça fait plaisir. Mais pourquoi Donc ça va, est-ce qu'on fait ça? Non mais voilà, ça m'inquiète
T'inquiète, vous rendez les filles complètement hystériques. Même J'adore cette émission, tout le monde applaudit un gamin. Non, je l'ai pas applaudi, hein, mais c'est consternant. Vous ne laissez pas manipuler, franchement. Non mais je vous rappelle qu'on parle de Dany et moi là, c'est assez important. Non, là, il y a un enfant qui a eu mal. On arrête un petit peu de plaisanter. Donc forcément, moi je suis un peu jalouse, alors je compense, je me gave de gâteaux, je prends 20 kilos en 15 jours et pourtant je continue de danser pour vous. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. You want it, love, 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 love. Want it up, love, 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 love. The boys are with my milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake. Ça doit pas trop vous déranger, l'embonpoint chez une femme. Vous êtes sur des codes esthétiques un peu 50s. Le canon de beauté dans les années 50, il était plantureux. Oui, mais faut pas exagérer. Non, c'est vrai. Non mais Non, je serais mais très bien dans mon De toute corps avec 20 façon, kilos de plus, il y a j'avais des remarqué, hein. femmes à qui ça va très bien. Ça, c'est une question d'élégance, c'est ce qui vous va. Donc il y a des filles à qui ça va Tant très que bien. c'est la femme des autres. Non mais vous dites ça, mais physiquement à cette époque-là, je serais plus vraiment ça et vous allez vous mettre à écrire Non, mais des chansons pour une physiquement, brune, là, je c'est sens pas mon bien. genre. C'est pas mon Non, genre. c'est pas votre genre. C'est plus vous. D'accord. Alors dans notre fantasme de vie de couple à tous les deux, voilà, je prends 20 kilos, vous me regardez plus vraiment et vous vous mettez à écrire des chansons pour une brune évidemment, mais méfiez-vous parce que tout se paie. Le thème de Zorba le Grec, la musique. Le Tirtaki d'ailleurs qui ne figure pas dans votre disque. Non, mais je me souviendrai toujours d'une phrase d'Anthony Quinn qui disait dans Zorba le Grec, celui qui ne danse pas se coupe de la vie. Vous avez envie d'applaudir? Je voulais savoir, Dany, c'est terminé maintenant, vous m'écrivez plus de chansons hein, parce que j'en ai un petit peu marre. Non, mais vous êtes très inspirant. Je trouve C'est que vous avez vrai quelque chose, vous avez quelque chose dans les yeux qui est. Ouais. Je pourrais vous écrire une chanson avec vos yeux. Quand je vois tes yeux. Je tombe amoureux. Ouais, c'est pas mal, ça. Bon, Dany, je suis désolé, on va discuter en tête à tête. C'est pas avec Sidonie, c'est avec moi. On va s'asseoir là-bas. Et allez, viens, Applaudissements danse, pour t'as les Dany. bons. Alors moi, ce que je trouve assez sympa chez vous, c'est que vous ne changez pas. En tout cas, ce goût que vous avez, que vous semblez avoir pour les Mais années. attention, parce que vers la moitié de l'émission, Ouais. j'enlève la veste. Ouais, vous allez vous transformer. Non, c'est-à-dire qu'il commence à faire chaud. Quoi. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud déjà. Alors j'ai une anecdote personnelle pour prouver que vous ne changez pas, c'est que la première fois que je vous ai vu, vous n'étiez absolument pas connu. C'était dans les années 80, 85, 86. J'allais dans un endroit qui s'appelle la Nouvelle Ève, qui est un cabaret. Oui, absolument. Parce que j'aimais bien la musique rétro, j'allais danser Ouais. le swing quand j'avais. Ah, vous 20. étiez là? Ouais. Et ces types-là, c'était des soirées organisées par Albert et Pinault. Absolument. Et vous étiez copains avec eux. Absolument. Et moi, il y a un détail qui m'avait frappé, c'est que moi j'ai toujours adoré Aznavour. Ouais. Et dans les années 80, je le disais pas trop. C'était un peu ringard quand même d'aimer Aznavour. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce type-là? Parce qu'il venait chanter Aznavour sur scène, 2-3 chansons tous les soirs quand il y avait des soirées. Exactement. Donc vous avez toujours eu ce goût-là et vous n'avez pas changé. Oui, oui, c'est vrai que Je peux en attester. j'avais un goût pour Aznavour parce que c'était un des rares de la chanson française à avoir le swing. C'est vrai. Quand on écoute Je me voyais déjà, ou le français est très dur à swinger, vous savez, c'est une langue avec une métrique. Et il avait réussi, lui et quelques autres, il y avait aussi Michel Legrand, à faire swinger le français. Donc j'avais. Mais surtout Aznavour. Et surtout Aznavour. Comme ouais, Sinatra je crois. en anglais et Aznavour Exactement, en c'est français. l'équivalent pour moi de. Aznavour, c'est les Sinatra français pour moi. Qu'est-ce que vous aimez tant dans ces années-là? Il y a quand même une nostalgie, c'est pas possible que vous soyez autant attiré par les années 40-50. Bah, chez moi, c'est pas une nostalgie, c'est une tradition qui s'était perdue. Vous voyez, on parle souvent de 68 aujourd'hui, et je crois que 68 a balayé. Bon, il y a eu des choses très bien en 68, hein, la libération de la femme, la libération connaît le de- couplet, ouais. Bon, on connaît le truc. Mais il y a qu'on eu, l'a eu récemment, c'est mais, pour ça. Voilà, non mais il y a eu des choses
qui ont été ringardisées parce que c'était les choses de nos parents. Des choses de nos grands-parents. Et une certaine musique, c'est-à-dire nos parents avaient beaucoup dansé dans les bals, ils avaient adoré le cha-cha, le mambo, le swing, ils avaient dansé à deux, etc. Et tout ça avait été occulté. Et moi, je suis arrivé dans la génération d'après, qui avait fait 68, et il y avait des choses qui me manquaient, je n'entendais pas à la radio, et que je trouvais magnifiques. Alors j'avais envie de les recycler, c'est-à-dire d'aller rechercher dans le passé des choses qu'on avait occultées, de les recycler, de les remoderniser, de les relifter et d'en faire quelque chose d'aujourd'hui. Mais enraciné dans la tradition. Mais il n'y avait pas chez moi de nostalgie parce que je n'ai pas refait la même chose telle qu'elle s'est fait à l'époque et je n'ai pas du tout le désir de revivre cette époque. Ouais. J'avais juste envie de la porter à aujourd'hui. Et alors, c'est ce que vous faites sur votre nouvel album qui s'appelle Histoire d'un amour. Alors en plus, j'ai trouvé ça très bien fait. Bon, moi la musique rétro me plaît, donc le disque m'a plu. Mais en plus, c'est assez pédagogique, c'est que vous avez fait un album de 12 chansons. Chaque chanson va avec une danse. Absolument. Et vous donnez des petites explications un peu à votre façon. Alors par exemple, il y a la rumba lente. Vous dites si le tango est la danse de la passion sexuelle, la rumba sur un rythme lent et profond est la danse de l'amour romantique par excellence. Sidonie, je pense que c'est pour toi. Et donc comme ça, il y a des explications sur toutes les danses. J'ai fait l'inventaire de ce disque est né d'un désir de consacrer un album à la danse de couple. Donc j'ai pris toute l'historique de la danse de couple qui a commencé en fait avec la valse à la fin du 19e. Mais la valse, c'est pas mon truc. J'aime pas tellement la valse. Ça, en revanche, je trouve que c'est vraiment rétro la valse. Je trouve que c'est quelque chose d'assez obsolète. Mais vous qui aimez la danse à deux, en ce moment, vous devez être malheureux dans les soirées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais ça revient. C'est pour ça que comme je fais des concerts depuis 15 ans, je vois de plus en plus de jeunes qui se remettent à danser à deux, qui ont 15 ans, 20 ans, qui se remettent à prendre quelqu'un dans leurs bras, même des gens qui viennent du hip-hop, hein, qui commencent à se regarder et tout ça. Et je sens un renouveau de la danse de couple. Vraiment. Expliquez, par exemple, les écoles de danse explosent, mais c'est depuis la salsa, depuis les années 90. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des danses à deux qui ont donné après des danses solitaires. Vous expliquez par exemple que le jerk, c'est l'ancêtre du disco. Le jerk, c'est dansé à deux et le disco, c'est fait après ça. C'est-à-dire que à partir des années 60, il y a eu un besoin la société est devenue plus individualiste. Le couple a explosé, donc en même temps que le couple a explosé, les divorces, la danse de couple aussi. Et puis aussi, je me suis aperçu que dans la danse de couple, c'est l'homme qui guide. Donc quand la femme a voulu se libérer, elle a viré. Elle a tout viré. Elle est restée toute seule. Alors vous faites des reprises à votre façon, comme vous le disiez, il ne s'agit pas d'imiter. Donc il y a du Sinatra, il y a de l'Aznavour, du Nat King Cole, du Legrand, du Mambo. Parce que les danseurs, je me suis aperçu, aiment danser sur des airs connus. C'est-à-dire que si j'avais fait des créations à moi, comme je fais à chaque fois, il aurait fallu du temps que les chansons soient connues, qu'elles rentrent dans l'inconscient. Or les danseurs aiment bien les choses qui sont déjà là et je dansais sur des airs connus. Donc je n'avais pas le choix que de faire des On va voir des images du clip de Histoire d'un amour, le titre de l'album. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et tragique ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Histoire d'un amour. Pour l'anecdote, Histoire d'un amour est la chanson sur laquelle vos parents se sont rencontrés. Absolument. Comme pour c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu désuet, un peu juvénile, comme ça, à dédier son album à sa maman et une chanson à son oncle. Oui. Non, mais c'est mignon. Mais pourquoi pas c'est la première fois que je dédie cet album à ma mère. Je l'ai dédié pourquoi ? Parce que cette chanson-là, en fait, c'est la chanson qui a permis que je sois là. Ouais. Puisque mon père, en Tunisie, dans les années 60, a invité ma mère sur cette chanson de Dalida. Et ils ne se connaissaient pas, hein, puisque ce qui est merveilleux dans la danse à deux, c'est qu'on peut inviter quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Si tant est qu'elle accepte. Oui, si tant est qu'elle accepte, bien sûr. Mais vous le dites à l'instant, c'est que la danse, ça permet surtout de draguer. Vous êtes quand même un sacré séducteur. De toute façon. Je vous ai observé déjà dans des soirées, vous aimez bien séduire. J'aime bien parler, ouais. J'adore la conversation. J'aime bien échanger des idées, quoi. Non, mais en plus, ça me fait marrer. Quelle soirée on en parlait avec Stéphane. Vous avez fait un sketch avec Dubosc, que j'ai vu ça, je sais plus quoi, dans un supplément de petites annonces. Ouais. Et c'est vraiment les deux dragueurs impénitents, caricaturaux. Bon, ce caricature, de toute façon, vous savez. Mais en vrai, vous êtes un petit peu comme ça. Vous êtes pas du genre rendement, c'est-à-dire. Non, mais pas du tout. Mais moi, je suis extrêmement timide. Et j'ai fait ce métier justement parce que j'étais trop timide. Et quand je suis arrivé sur scène et tout ça, tout d'un coup, j'avais plus d'audace que dans la vie où je sais pas. Vous m'avez connu à l'époque d'La Nouvelle Ève. Oui. Vous vous souvenez de moi vraiment ?
Bah, je me souviens de vous en train Alors de chanter. j'étais comment vous voyez comment j'étais? David Cradock, t'étais. Hein David Cradock. Mais David Cradock, ça c'était votre pseudo quand vous chantiez aux Trois Maillets, qui est un petit club de Saint-Germain-des-Prés. Ouais, exact, ouais, c'est vrai ça. Enfin, au début, je cherchais des pseudos, j'avais commencé par Toujours ça. pas mais Il était vachement réussi celui-là, C'est David affreux. Cradock. Non, mais je sais pas pourquoi on m'avait surnommé comme ça, mais c'est horrible. Une question d'hygiène peut-être. Et Aznavour, ça, Depuis, c'est génial pour draguer Aznavour, non? Aznavour, ouais, Aznavour m'a toujours Est-ce que vous avez accompagné. déjà séduit une femme en lui susurrant du Bien Aznavour dans sûr, l'oreille? oui, tout à Mais fait. évidemment. C'est le chanteur de l'amour, c'est le chanteur romantique. Et même quand on est quitté, il y a des chansons d'Aznavour quand on est. Je me suis pris des paroles, si je vous chante les deux premières phrases, vous savez faire les autres? Allez-y. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir, pour gravir le sommet, Ta-da-da-da. en oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, Mes emmerdes. Bon, une, super connue. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love. véritable. C'est mieux qu'à Et- l'autoradio. Hein. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Toi. Et ainsi de suite. Bah, bravo quand même. Allez, une petite dernière, un peu plus triste, un peu plus dure. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je peux vous imiter Aznavour aussi. Je m'y accroche, mais je glisse. Lentement. Allez, il connaît bien son Aznavour, ça va. J'en connais d'autres. Ouais, mais moi aussi. Je voulais juste vérifier. Donc bon chanteur, bon musicien aussi, vous savez jouer de la guitare. Et aussi, on a trouvé ça dans l'un de vos concerts, des percussions. Ah oui, oui. Ça déchire. Ouais, ouais, c'est vrai. Pas de musicien là? Pas mal. Un peu rapide pour l'amour quand même ça. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est à la fin, c'est l'explosion, Ouais, l'orgasme. comme vous dites. Alors, il y a un truc sur lequel je suis pas fixé, vous concernant. Donc, vous avez débarqué comme ça sur la scène médiatique il y a une quinzaine d'années avec la fameuse chanson Suzette. Vous en êtes à votre 7e album. Cet album, c'est votre 7e. Vous êtes un gros vendeur de disques, ça marche très bien. Mais j'arrive pas à savoir quel est votre statut. Est-ce que vous êtes on peut pas dire que vous êtes un type branché, ça va pas non plus. Les mauvaises langues vont dire ouais, il fait des trucs un peu ringards. J'y crois pas non plus. J'arrive pas à savoir quelle est votre place dans ce milieu musical. Ben, je ne le sais pas moi-même. Non, mais c'est vrai. vous Non, êtes un peu- c'est-à-dire que je ne suis ni encensé par la critique, je n'ai ni la carte pour une certaine presse parisienne. la carte. Je ne passe pas non plus sur les grands réseaux de radio très populaires. Je suis un peu entre les deux, mais je trouve cette situation assez intéressante parce que ça m'a permis d'être un peu toujours en insécurité, d'être toujours un débutant. Et je pense que le plus grand danger pour un artiste, c'est justement d'être installé. Et comme moi, je n'ai jamais eu ce sentiment, j'ai toujours l'impression de n'être pas rejeté, mais de n'être jamais accepté tout à fait. Mais quand vous dites j'ai pas la carte, c'est-à-dire que, par exemple, on ne sait pas quelles sont vos amitiés musicales. Je sais pas, vous faites pas partie d'une bande, on vous voit pas dans les grandes soirées. Enfin, je sais pas. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est Vous vrai. êtes assez solitaire finalement. C'est ma nature, ouais. Je suis solitaire. Non, mais c'est C'est ma sérieux. nature. Mais c'est ma nature. Mais justement, ce statut un peu, comment dirais-je, d'étranger peut-être un étranger partout, n'être dans aucune famille. C'est quelque chose, c'est une constante qui revient en permanence. Et d'ailleurs, j'en ai parlé un jour avec un psychologue, et je me suis rendu compte qu'en fait, mon bac français, je l'ai passé sur l'étranger de Camus. Et c'est Moi vrai, aussi. ouais.
Et je crois que ça a été symbolique, c'est-à-dire que toute ma vie, je ne me suis jamais senti vraiment enraciné quelque part, dans aucune famille. C'est pour ça que je voyage, c'est pour ça que je... Mais cette situation me convient tout à fait. Alors il y a quelque chose d'un peu anachronique comme ça aussi dans les goûts qu'on vous voit développer dans vos disques. Vous êtes totalement étranger au mode du moment, je sais pas, la musique électro, le slam, le rap. Oui, non, mais c'est pas une critique, hein, ça non, pourrait non, ne pas du tout vous intéresser. Non, c'est-à-dire que c'est une musique qui est intéressante, qui obéit à... qui exprime une certaine époque, une tendance, etc. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout. Voilà. On a la chance d'avoir une époque justement où on n'est plus dirigé, on nous dit plus quelle musique écouter. Comme il y a 10-15 ans, il y avait certaines radios qui nous disaient qu'est-ce qu'il fallait écouter, comment il fallait s'habiller, qu'est-ce qui était branché, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui était ringard, etc. Il y avait un diktat un peu de savoir qui était dans le vent, qui n'était pas, qui était in, qui était out. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour la techno, du rap, des crooners comme moi, de la chanson française, de la chanson rive gauche. Donc c'est très bien. Ouais. Alors il y a un truc qui a été utilisé assez tardivement chez vous, c'est votre gueule. Vous avez quand même une gueule de cinéma, comme on dit. J'ai commencé par ça. Ça s'est fait. Ah oui. J'ai commencé par ça. Mon rêve, c'était le cinéma. J'ai jamais voulu être chanteur. Alors là, c'est un pur hasard qui m'a entraîné dans la chanson. Vous l'avez approché récemment, l'an dernier. C'était même sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est un film qui s'appelle Changement d'adresse, qui est disponible en DVD. J'ai sélectionné un petit extrait. Vous avez un rôle de séducteur. Enfin, c'est vraiment de la drague à 2 balles. Hein. On regarde. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julia? Je fais des études pour essayer de devenir vétérinaire. Ah, t'aimes les animaux alors? Tu vois, moi j'essaie jamais de perdre de vue que l'homme est un animal. Tu trouves pas? D'ailleurs, je pense même que c'est quand l'homme oublie qu'il est un animal qu'il devient bête. Tu vois là par exemple, on est des animaux en train de faire connaissance. Et tiens, donne-moi tes 3 animaux préférés. Je sais pas. Bah vas-y, dis-moi ce qui te passe par la tête. Le dauphin. Ouais. La tortue. Et le tigre. Ah, je comprends tout alors. Bah en fait, t'aimerais être un dauphin? Tu vois, les gens te voient comme une tortue, mais en fait t'es une tigresse. Et le pire, c'est qu'il va réussir à la séduire. Non mais j'ai un rôle horrible. C'est là qu'on voit que c'est du cinéma. J'ai un rôle affreux dans ce film. Comment je suis vraiment le mec qui lui pique... Enfin, il y a un type comme ça qui est très amoureux d'une fille, et je lui pique sa gonzesse 2-3 fois, c'est affreux. C'est un film d'Emmanuel Mouret. Ah, c'est un très beau film. Qui joue également dedans. En fait, c'est le premier film que j'ai joué, et c'est allé à Cannes, et j'étais comme un fou d'être à Cannes. Il y a un avenir pour vous là-dedans? J'en sais rien. Comment vous avez jugé le vous-même votre cinéma prestation? ne m'a jamais vraiment souri. Si on peut prendre la métaphore de la danse, c'est une jeune fille que j'ai souvent invitée à danser, mais qui m'a toujours refusé. Et donc, j'ai arrêté au bout d'un moment, vous en avez marre. Ouais. Et si un jour elle veut m'inviter, elle sait où j'habite. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'a jamais... Ça ne m'a jamais souri vraiment, alors que la chanson, oui. Donc j'ai pas insisté, j'ai fait de la chanson, il y avait du soleil dans la chanson pour moi. Danny Briand veut donc faire du cinéma, que les réalisateurs se mobilisent. Ah non, moi je veux pas. Hein. Vous avez un numéro de téléphone ou pas? Non mais je veux pas, je veux dire, je suis très heureux de la chanson, et puis la chanson, moi je pense qu'un chanteur c'est aussi un comédien. Surtout dans les clips que vous faites, voilà, savoir danser et tout ça. Non, et puis tenir un public comme ça sur une scène pendant 1h30 pour qu'il ne s'ennuie pas, pour essayer de le divertir, d'essayer de tour à tour d'être drôle, émouvant, c'est une meilleure école pour moi que des cours de théâtre, vous voyez. C'est bien pour animer des émissions de télé après aussi. C'est autre chose. Ça c'est autre chose. Avant d'aller se rasseoir, on va passer par l'ANPE spectacle. Pourquoi rigolez pas? Non, parce que j'ai failli partir, puis je me suis dit... c'est pour ça. Comme je suis comédien, oui, je sais jouer. On aime bien filer des coups de main. On aime bien filer des coups de main dans l'émission à des gens qui débutent. Regardez.
a pas un truc qui a changé chez Dany? Bah si, il y a un truc qui a changé, vous avez enlevé votre veste. C'est la seule différence entre le nouveau Dany qu'on reçoit et celui qu'on avait juste Voilà, avant. je suis un autre homme, là. Mais ça, en même temps, c'est un peu normal parce que c'est le questionnaire qui fait transpirer. C'est le questionnaire sexe, mort, argent. Les 3 sujets qui nous passionnent, dont on n'ose jamais tellement parler. Vous, de ces 3 sujets, qu'est-ce qui vous obsède le plus? La mort, l'argent ou le sexe? Oh, le sexe. J'apprécie cette honnêteté, c'est un bon gage pour les questions qui vont suivre. J'ai toujours eu beaucoup de libido. C'est vrai. Alors, on met le sexe, le sujet préféré, à la fin. Et donc, qu'est-ce qui se retrouve en premier? La mort. Est-ce que vous avez déjà failli mourir? Oui, plusieurs fois, oui. Vous faites un ton détendu? Ouais, exactement. Non, non, c'est vrai. Mais surtout quand j'étais jeune. J'avais une santé assez fragile et j'ai souvent failli y passer. Même je me souviens d'une fois où... Bon, j'habitais en Tunisie quand je suis né. Et à l'époque, ma mère achetait les huiles, tout ça au détail. Et elle avait mis du pétrole dans une bouteille d'eau d'évian. Je sens que vous allez la boire. Pour allumer, vous savez, les réchauds, tout ça, à l'époque, c'était pas très moderne, donc on faisait ça au pétrole. Et moi, je croyais que c'était de l'eau, et j'ai bu 1 demi-litre de pétrole. Et donc, elle m'a emmené tout de suite à l'hôpital. On m'a fait vomir, j'ai bu du lait, tout ça pour eux. Mais 1 minute après, je mourrais. Vous voyez? Mais vous avez eu la sensation de vous sentir Non, disparaître? c'est le médecin qui l'a dit. On aurait attendu 1 minute après. Le pétrole faisait ses dégâts dans l'intestin, tout ça, et j'étais mort. Et puis plusieurs fois, j'ai eu des péritonites. Enfin bon. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment de vous voir disparaître? Oui, oui, oui. La oui, vie oui. qui défile, le oui, tunnel oui, tout à blanc. fait. Vous avez été jusqu'où, vous? J'ai déjà fait. Oui, alors il y a quelques années, j'étais au Maroc faire une émission de télé. Et on a pris un petit avion pour aller à l'émission et on est passé par un désert et il y avait un vent de sable qui a entouré l'avion. Et là, l'avion a commencé à chuter et là, j'ai vu tout ce dont vous parlez, tout a défilé, etc. Juste dernièrement, il a réussi à se ressaisir et à remonter. Mais nous savions tous, on était 4-5, on savait qu'on allait y passer, quoi. Là, je peux vous dire, là, on se voit mourir. Surtout en plein ciel, comme ça, c'est dommage. Et votre carrière revenait là-dedans, vos chansons Non, mais je revoyais mon enfance et puis je me voyais, je dis, oh merde, j'ai pas lu Le Rouge et le Noir. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça, des trucs de fou. Et vous l'avez lu depuis ou pas? Eh ben oui. Si vous deviez assassiner quelqu'un, comment vous feriez? Par mon regard. C'est votre rêve? Oui, parce que, et puis par les mots, on assassine plus les gens par des mots que physiquement. C'est une force terrible. Mais ou alors par un bon uppercut bien placé. Ici, vous voyez là. Ah oui? Vous connaissez les zones mortelles? Ici, là, et puis ici. Oui, je fais un peu de boxe. Ok, on va se calmer. Enfin bon, je vais être gentil avec vous. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser au suicide? De perdre ma fille. Si ma fille disparaissait, je touche du bois, je pense que j'aimerais pas continuer. Ah bon? J'ai pas osé le dire moi personnellement, je me dis. Non, mais je crois que j'aurais... On va trouver du bois, s'il vous plaît. Allez. Il n'y a que du contreplaqué. Non, bah, je crois que là, j'aurais pas envie de continuer à vivre, en fait, je pense. Est-ce que vous préférez, puisqu'on parle de la mort, être écrasé par un bus ou avoir un cancer? Non, je préfère une mort foudroyante. Le cancer, c'est un peu long pour moi. Il y a une prise de conscience. Tandis que la mort, comme ça, écrasée par un bus en un éclair, on n'a pas le temps de penser. Je trouve que c'est très bien. Et alors, justement, qu'est-ce qui se passe quand on est mort? Vous le savez? Vous croyez à quelque chose? Alors, je crois qu'il y a quelque chose, ouais. Je crois qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est la réincarnation, mais je crois qu'il y a une partie spirituelle. Bon, le corps physique, matériel est amené, bien sûr, à la décomposition, mais il y a une partie en l'homme de quelque chose, un élément spirituel qui va quelque part. Je ne peux pas. Et lui, il est éternel, cet élément? Je ne sais pas s'il est éternel, mais je pense que on a un chemin à faire dans l'existence et que si on n'a pas fini, on revient. Et là, vous en êtes où par rapport à Je crois que j'ai fini, moi, j'en ai marre. Ça y est, terminé. On parle de l'argent. Comment avez-vous gagné votre premier salaire? Eh bien, en chantant. C'est la première fois que je gagnais de l'argent. En fait, non. À vrai dire, en faisant du babysitting. Mais mon premier vrai argent, parce que babysitting, ça payait pas des masses, c'était sur une terrasse de café où j'avais pas trouvé de job d'étudiant pour l'été. Et un ami qui jouait du saxophone m'a dit, viens, on pourrait aller jouer sur les terrasses. Et là, j'ai gagné de l'argent, vraiment. Vous vous souvenez de votre première recette? Ouais, j'avais gagné de l'époque quelque chose comme 500 francs, 80 €. Et j'avais jamais gagné autant d'argent de ma vie, c'était un truc de fou. Et ça vous a vraiment encouragé à vous dire que c'était ça votre voie ou... C'est pas que ça m'a encouragé, mais je me suis dit, tiens, je me fais chier à faire du babysitting pour gagner. Misère, voilà. Et là, en faisant le truc qui me plaît. Voilà, non, mais je pensais pas que j'allais faire ce métier-là. La première fois que j'ai gagné cet argent, en fait, j'ai été le jeter dans la Seine. Alors là, il va falloir m'expliquer un petit peu. Ouais, j'ai été le jeter dans la Seine. Ça a un sens, ça? Oui, ça a un sens, oui. C'est un acte qu'on appelle un acte psychomagique. C'est-à-dire que je viens d'une famille extrêmement modeste, où mon père a jamais dépassé 5 000 francs par mois.
Et j'ai beaucoup souffert du manque de l'argent, parce on n'avait pas beaucoup d'argent, donc mes parents étaient des émigrés et tout ça, et je trouvais que l'argent avait beaucoup d'importance chez nous. Et ma mère nous avait élevés dans l'idée de gagner de l'argent, de faire des études, etc., pour essayer de se sortir de cette condition modeste. Et il y avait un peu une espèce d'idolâtrie de l'argent, et j'ai vu mon père un peu, parce qu'il n'en avait pas, lui être humilié, etc. Et pour refuser ce statut de l'argent, cette importance qu'il avait, j'avais besoin, dès que j'en ai gagné un peu, de le foutre dans la scène pour lui dire qu'il n'avait aucune importance pour moi. Quel tempérament. Voilà. Quel autre métier vous pourriez faire pour gagner votre vie? Animateur. Ouais, c'est pas si compliqué. Vous avez un peu trop de qualité. Qu'est-ce que vous feriez de votre talent de chanteur, de danseur, Ouais. Non, j'aurais bien aimé être dans la communication, par exemple dans la pub, créer des concepts et tout ça. Donc le cinéma, c'est peut-être pour réaliser finalement que vous allez y arriver. Le cinéma, je crois que je me suis trompé d'époque, moi. Là, vraiment, dans le cinéma, moi, j'aimais les films de Lino Ventura et tout ça, et je crois que je ne sais pas si j'ai le physique pour jouer des rôles. Si il distribue des bonnes tartes dans la gueule, Lino Ventura, je pense que vous, quand ça part, ça doit être pas mal. Ouais, enlevez la bague simplement, parce qu'après, ça laisse des traces. Hein. Le plus gros truc que vous ayez volé, c'était quoi? Une guitare. Ah ouais. Pas pratique ça, embarqué sous la veste. Non, mais je vais vous expliquer comment je faisais. Enfin, comment j'ai fait. Ouais. Parce qu'on n'avait pas volé qu'une guitare. Non, j'ai volé d'autres choses. Non, mais j'étais un grand voleur. Hein. Faut pas fier aux apparences. Non, en fait, j'arrivais avec un étui où il n'y avait rien dedans. J'arrivais dans un magasin, et puis quand le vendeur n'était pas là, je mettais la guitare dans l'étui, je repartais. Comme j'étais rentré avec un étui, personne ne me demandait rien, vous voyez. Et du coup, aujourd'hui. J'ai volé des livres aussi. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais ils achetaient vos anciens livres. C'est vrai. Vous savez, je ne sais pas si ça se fait encore. Oui, ça se fait encore. Ça se fait toujours. Eh bien, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais voler des livres dans la librairie d'en face et j'allais les revendre 5 minutes après. Vous nous avez parlé de votre manque d'argent, donc on comprend qu'il y ait une envie de se démerder, puisque le système nous aide pas, on va dépouiller. Et aujourd'hui. Non, mais ne faites pas, ça c'est affreux. Non, surtout des livres en plus. Une guitare à la limite, mais des livres, franchement. On parle enfin de ce qui vous intéresse. Il a fallu se taper des questions sur l'argent, sur la mort, donc vous n'avez rien à foutre. Ce qui vous intéresse, c'est le sexe. Alors parlons-en. Quel animal sexuel êtes-vous? C'est-à-dire comment je me vois, parce que c'est dur de se voir. Un dauphin, une tortue ou une J'ai entendu un truc là. C'était quoi? Un étalon, quelqu'un a dit. On attend le démenti de Dany qui ne vient pas. Donc un étalon, madame, vous aviez raison, hein, c'est ça? En fait, ce serait pas à moi de dire ça. Il faudrait interroger une fiancée, à moi, de parler comme ça. Vous parlez pour les fiancés. Putain, un sondage pour les fiancés, non, c'est tout ça qui. Ouais, c'est bien un talon. C'était comment la première fois que vous avez fait l'amour? C'était un fiasco. Ah, enfin une bonne nouvelle. Alors, parlons-en. Et oui, parce que en fait, la première fois que j'ai fait l'amour, comme j'étais extrêmement timide, je suis allé voir une dame. Une dame. Attention, il a rien dit, il a une dame. Une dame qui pratique l'amour tarifié, vous savez. Et vous n'aviez pas tellement d'argent. Vous avez dû revendre votre guitare pour aller voir la dame. Ah bah bravo. J'ai vendu 2 livres. Alors, eh bien, je suis allé voir donc cette dame. Je l'ai choisie comme ça. Je crois que c'était rue Blondel. Et je dis ça parce que ma mère ne regarde pas le câble. Et donc, elle n'a pas l'abonnement. De toute façon, je ne le dirai pas. Et donc, je suis allé. Donc, je l'ai choisi selon mes critères, mes fantasmes, etc. Et puis, donc, on est monté. On a pris l'escalier, etc. C'était assez glauque d'ailleurs. Ça me plaît pas du tout. Moi, qui suis un grand romantique. Et puis, à un moment, elle me dit: est-ce que tu as mon petit cadeau? Alors moi, j'avais pas compris, parce que je savais pas qu'il fallait amener un cadeau. Des boucles d'oreilles, quelque chose? En fait, c'était l'argent, mon petit cadeau. Mais c'est une façon élégante de le dire. Donc je lui dis: oui, j'ai ce qu'il faut, je lui ai donné. Et puis après, on a commencé... la petite histoire? La petite histoire, et je suis désolé de le dire, mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que j'étais extrêmement intimidé, c'était la première fois, hein, extrêmement terrifié par ça, j'étais tétanisé, la première fois que je tenais une femme dans mes bras, et il ne s'est rien passé. Donc elle m'a dit: ah bon, qu'est-ce qui se passe? Pourtant t'es mignon. Je lui dis: ouais, mais bref. Et qu'est-ce que j'ai fait moi, avec ma candeur d'adolescent? Je lui ai dit: excusez-moi, il s'est rien passé. Est-ce que vous pouvez me rendre de l'argent? C'est vrai que c'est une première fois qu'on n'oublie pas. Et donc, évidemment, elle me l'a pas rendu, mais plus jamais je suis retourné voir ce genre de femme. Et ça ne vous a pas dégoûté? C'est pas parce que c'était pas bien la première fois? Non, parce que j'avais besoin de sentiments, il n'y en avait pas. Donc après, j'ai rencontré, 1 an après, une jeune femme que j'ai aimée. Voilà. Votre fantasme le plus avouable?
Je pense que c'est comme tous les garçons, c'est... Faire l'amour avec 8 filles à la fois? Ouais. Non, pas 8, quand même pas. Plus d'une, disons. Oui, mais vous êtes un étalon malgré tout, donc il faut te donner un chiffre qui soit supérieur à 2, parce que sinon c'est comme tout le monde. Bah... Allez, jusqu'à combien, Dany? Bah écoutez, il y en a combien ici? Alors, avez-vous éprouvé du désir pour quelqu'un du même sexe? Non, jamais. Jamais, jamais. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que vous avez l'impression que c'est le poids de la famille, de la tradition, d'un truc... Non, c'est un goût que je n'ai pas. J'accepte tout à fait que d'autres l'ont, mais moi, ça ne m'est... Je vais pas me forcer. Si je Non. pas, bon. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Vraiment. Et enfin, la dernière question, qui concerne le sexe. Pour quelle somme accepteriez-vous de vous prostituer? Il n'a pas dit non, attention. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par prostituée? C'est ça que je ne comprends pas. En fait, c'est une question qui est un peu faite pour choquer. La plupart des gens disent non, mais il y a des gens qui réfléchissent, qui hésitent. Vous, c'est pas un tabou absolu, ça vous paraît pas? Vous dites pas non d'emblée en disant « Oh, jamais de la vie, monsieur ». S'il faut sauver la vie de quelqu'un, je ferai. Donc pas pour un montant? Non. D'accord. Parce que ça n'a pas de prix. Tellement romantique et on vous reconnaît bien là. Merci beaucoup, Dany, d'avoir répondu gentiment à toutes ces questions. Et Stéphane vont venir nous rejoindre autour de la table. On passe par les conseils de vie du coach des invités bibocal, j'ai nommé Jimmy Destroy, bien sûr. Konnichiwa les batailles. Je suis Jimmy Destroy. Votre Sentai Télé. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'art et la manière de triompher de votre adversaire grâce à votre mental. Comme nous pouvons le constater, Jean-René est totalement dépourvu d'humour. Sinon, ça va ta mère? Jean-René, malgré les apparences, est un être humain. Donc opposé à 90% d'eau. Comme toi, comme moi, comme Claude François. Bienvenue à nos amis téléspectateurs qui nous rejoignent. Ah, et c'est Jean-René qui prend tout de suite l'ascendant. Oui, Jimmy est en bien mauvaise posture, dites-moi. Il va tenter quelque chose. Ah! Oula, Jimmy Destroy vient de terrasser son adversaire. Un geste technique très impressionnant, comme vous pourrez le constater sur ce grand ralenti. Voyons ce ralenti pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Jean-René se saisit de Jimmy Destroy, tel Sami Nasseri se saisit d'un videur de boîte de nuit. Jimmy Destroy semble en difficulté. Mais que fait-il? On dirait qu'il sort un taser du revers de son kimono. Ouh là là, le gros s'écroule littéralement sous la décharge. C'est pas joli joli. De bien belles images. La supériorité du mental sur le physique. Surprenant, n'est-ce pas? Je vous dis à la prochaine fois. Continuez de transpirer dans vos canapés. C'était Jimmy Destroy, l'esprit du sport sans le goût de l'effort pour les agiter. Merci d'accueillir Julie Ferrier. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah bah plaisir, hein. Ça va? Oui, très bien. Alors vous revoilà, vous. Ah Vous êtes oui. apparu l'an dernier comme ça, comme Oui, un c'est truc ça. un peu fulgurant, un excellent spectacle, je le dis sans flagornerie, j'ai adoré, au Théâtre de l'Européen. La sensation de l'an dernier. Ouais, il y avait des interventions hyper réussies chez Stéphane Bern dans Samedi Pétante ou Vendredi Pétante, Oui, qu'importe. c'est vrai, ouais. Et puis hop, d'un seul coup, vous disparaissez et là vous revenez pour quelques dates. Oui, bah en Faites un fait, peu ce que vous voulez, vous. non, je suis partie en tournée. Ah, il y a ça aussi. Parce que j'ai essentiellement joué à Paris. Ouais. Et pendant à peu près un an et demi, un an. Et puis après, bah, il fallait le jouer un peu en province, tu vois. Ah, c'est la province. Mais quand on est à Paris, dès que c'est en province, on croit qu'il se passe rien. Mais c'est une On province. a Dany qui est donc juste à côté de nous, et je crois justement que c'est le sujet scientifique. Ça va? Ça c'est Ben, Oui, mais manifestement, on se vous connaît. le connaissez Ouais, déjà. on se Ils se connaissent entre On a humoristes. fait des plateaux On va ensemble. parler de votre spectacle dans un instant, mais on va C'est d'abord formidable. passer. Moi, vous me connaissez pas parce que je suis pas drôle. Vous vous intéressez peut-être moins à la science. Normal. La science, c'est pas mon truc, mais Alors nous avons pourquoi ici pas. un éminent scientifique Oui, je suis sémiologue. qui a choisi Dany Briand comme objet d'étude. Bah Voilà. oui, Dany, vous allez passer le microscope. La science des Et signes. J'ai bien fait, exactement. L'étude des signes et des symboles au sein de la vie sociale. La sémiologie. En tout cas, ça a l'air de vous épanouir. C'est une improvisation ou c'est du vrai Pardon. Non, c'est un vrai. Hein, C'est un vrai, pardon.
Pardon. Ah, j'ai l'air de pas... Vous me trouvez pas crédible. Vous croyez pas que c'est assez difficile comme moi. Très bien. Vous l'avez peut-être entendu, Julie, depuis le début de cette émission, un certain nombre de grivoiseries et autres exemples de machisme avérés ont lieu ici. La femme est réduite à sa portion congrue. Je vais essayer de ramener un petit peu de sens et protéger mes camarades les filles. Avec le secret espoir enfin, bref, on verra. Donc, à l'occasion de votre venue, Dany, je voudrais aujourd'hui parler d'une population que l'on appelle les datés. Les datés sont des gens qui, à l'instar de Marty McFly, par exemple, dans Retour vers le futur, sont restés prisonniers du temps. Voilà. Des personnes qui sont restées bloquées à une époque, j'ai parlé tout à l'heure au niveau de Dany, voilà, qui sont restées bloquées à une époque et qui ne sont pas toujours en phase avec le monde contemporain. Je ne veux pas vous parler d'Édouard Balladur, puisque lui, plus personne n'en parle depuis très longtemps, mais de 3 chanteurs restés coincés. Nous allons essayer de savoir pourquoi ils sont restés bloqués. Vraisemblablement, on peut imaginer par romantisme ou par amour. Il en est peut-être toute autre chose. Le premier, tout d'abord, l'authentique. S'il vous plaît, Dick Rivers. La légende. Ah, il est bien daté. Le dieu. Il est né dans le rock, Dick. Ses bottes aux pieds, bon là on les voit pas, mais on imagine qu'il les a quand même. Sa coiffure au fil des années est restée la même, c'est qu'il lui a valu le surnom de Dark Vador. Chose que peu de gens savent. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il a été la cible de Quolibet tout au long des années, mais il n'a pas lâché l'affaire. Et son petit air de garçon timide, effrayé, nous intrigue. Car Dick est né dans le rock, mais il n'est pas taillé dedans. Il vit avec une femme de caractère, une lanceuse de couteau pas très à droite. Elle aime son Dick comme elle l'a connu, et s'il bouge, il prend un sur un dans la tronche. Donc il est resté bloqué, Dick, lui, par amour. Le suivant, Patrick Bruel, l'opportuniste. Ah oui. Bruel, le temps d'un disque, s'est plongé dans l'entre-deux-guerres. Porte une chemise avec un col pelle à tarte, ce qui est normal pour une tête à claque. On peut voir autour de lui un décor très réaliste qui ferait passer Amélie Poulain pour un documentaire. Et avec un tel succès, comment ne pas perdre la tête? Oui, d'accord. Merci. Vous la comprendrez chez vous, c'est la Régis Maillot. Voilà. Ouais, on va la refaire. Et avec un tel succès, comment ne pas perdre la tête? Top. On peut observer une grosse faute au niveau du micro, qui est un appareil moderne, mais il ne faudrait pas qu'il se casse la voix. Oui, top. On peut remarquer qu'il est 4 fois sur l'affiche. Bonjour le cigare. Grosse tête expliquée vraisemblablement par la présence d'une casquette Gavroche qu'il porte en bas. Seul couvre-chef dans lequel il peut rentrer son melon, à part peut-être le bob de Bob Marley. Mais enfin, tout cette fois-ci, il ne l'avait pas. En tout cas, comment ne pas perdre la tête? Voilà, on peut remarquer aussi de l'orgue de Barbaris, qui est un instrument au nom providentiel. Alors on peut se demander pourquoi, à l'espace d'un instant, il a rejoint les datés. Pas pour les filles, ça n'a jamais été un problème pour lui. Eh bien, pour faire de la caillasse, tout simplement. Le suivant, et bon, c'est donc notre invité de ce soir, beau de voir sourire Dany Briand. Voilà. Et de la grosse caillasse parce qu'il en a vendu 2 millions d'exemplaires. C'est ça. Donc il y a 2 millions de personnes. Comment ne pas perdre la tête? Alors, Dany, a priori, vous êtes, vous aussi, un daté. Donc on peut douter effectivement du fait que vous soyez un romantique. Alors on peut vous voir ici en train de danser un tango avec une amie terrassée par votre charme. Bah pas si sûr finalement. Moi je vois plutôt un gigolo qui est en train de lorgner dans le décolleté de sa copine, ou peut-être son collier qui est peut-être dans un métal précieux. Et puis ce qui étonne très très vite, c'est la lumière rouge autour de vous. Alors on se dit, vous êtes dans la plus grande backroom de Rome et il n'y a pas un rat. Et en fait pas du tout. Pas du tout. À bien y regarder, on voit derrière vous qu'il y a une espèce de fumée rouge. Eh bien, il y a le feu dans le théâtre. Oui, pourquoi? Parce que vous avez mis le feu au théâtre pour asphyxier la jeune fille, pour qu'elle s'évanouisse, pour abuser d'elle. Bravo, très chic, très élégant. Voilà. Non, moi je pense pas vraiment que vous êtes un daté. Je pense que vous avez eu des prix dans les fripes et que vous en profitez pour ramasser des gonzesses. Le vrai daté, c'est mon Dick Rivers. L'homme d'une seule femme. Alors donc votre spectacle, Julie, quelques dates au Théâtre Comédia. Oui. Alors vous, le stand-up, c'est pas votre truc, pourtant c'est la grande mode en ce moment, mais non, vous, c'est une succession de sketchs, un humour à sketch. Et alors, quel sketch? je peux dire qu'il y a du stand-up dedans ou pas? Mais vous dites ce que vous voulez. Pourtant vous l'avez vu, mais oui. parce qu'en fait, si on regarde la protagoniste, Juliette, donc ce personnage de banlieue, en fait, son style, c'est du récit-jeu, ce que nous on dirait plus
simplement peut-être en français, mais qui est en fait du stand-up. Voilà. Certes, mais du récit jeu, c'est quoi? C'est du récit à la première personne. C'est-à-dire, tu racontes des histoires qui t'est arrivées en rentrant dans l'histoire et en ressortant. En prenant à témoin le public, c'est le principe du stand-up. Alors les personnages dont je parlais, on va en voir un petit florilège. Il y en a 5 ou 6 qui sont franchement extrêmement savoureux. Donc il y a une petite racaille, il y a une prof de musique, il y a une prof d'art plastique, il y a une bimbo un peu d'info. Voilà, autant de personnages. De dessin. On en regarde. Ok. Moi, dans la vie, j'ai un gros kiff. Mais Thaïs, c'est mon truc. C'est le truc que je kiffe, c'est la danse. La déchéance. En termes d'énumération de tous mes points, si je prends point par point tous mes points plus, ben je suis quand même la seule à être hypertonique et hyperlaxe à la fois. Ce qui est quand même hyper rare pour une grande. Du fait que je mesure 1m78 pour 38 kg. Mieux voir. Dis-moi, qui est la plus belle? Ah oui? Elle vit où cette petite pute? Nous sommes ici pourquoi? Pour créer de l'art. Merde, nous sommes ici pour l'art. Et vous sortez. Attention, je réfléchis pas. J'ai fait, c'est sort tout seul. Ok? Vous avez fumé quelque chose. Tu faisais tes devoirs de mathématiques, Michel? Tu faisais tes devoirs de mathématiques pendant mon cours? C'est 0 là, hein? C'est 0, hein? Il rigole? Oui ou non? Tu rigoles? Rigole-moi, hein? Non. Éteins cette cigarette. Aujourd'hui, c'est férié, c'est le nom du spectacle, c'est pour quelques dates au Théâtre Comédia. Moi, j'ai vraiment adoré le spectacle pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que vous prenez des risques. Le début du spectacle, vous le faites dans le public. C'est assez rare que les one-man shows se passent comme ça. La petite racaille qu'on a vue au début, vous passez 6, 7, 8 minutes dans le public à déconner avec eux. Ouais. C'est assez courageux. Merci. Isabelle Nanty dit, vous êtes une sœur de... Vous êtes d'accord avec elle? Oh moi je peux pas dire non, je peux pas dire oui. Non mais je veux dire surdouée, elle dit ce qu'elle veut. Hein. Surtout de la part d'Isabelle Nanty. Bah ouais, c'est la metteur en scène du spectacle. Non mais c'est vrai, voilà, tout le monde l'a dit. Quand tu vois l'actrice que c'est. Dans la presse, tout le monde l'a dit. C'est vrai que comment on va pas perdre la tête. Ouais. Vous la comparaison? Non, c'est pas trop. Non, c'est pas trop me comparer à elle. C'est pas trop me comparer à elle. C'est plus. Dans la comparaison qui fait plaisir, la comparaison qui vous fait le plus plaisir quand on vous compare à un autre artiste, c'est. Ce qui est revenu souvent dans l'énergie et dans la folie, c'était Valérie Lemercier. Ça me fait plaisir. Oui, vous avez raison. Pourtant, je trouve que ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est arrivé. Et sinon, on me dit que je suis un peu un ovni aussi. Donc je ne ressemble à personne. Donc ça fait aussi plaisir. La véracité, enfin, comment dire, la réalité de ces personnages, il a fallu qu'ils sont pas bien loin de vous, tous ces personnages, pour que vous les maîtrisiez aussi bien. Cette prof de musique complètement azimutée, elle est assez loin, en fait, quelque part. C'était la vôtre. Je l'ai eu, mais je crois qu'on l'a tous eu, hélas. Parfois, hélas, en prof de maths. C'est-à-dire, quand tu as une prof comme ça en prof de maths, tu es en classe de rattrapage l'année d'après, je veux dire, tu vois. Bon, quand tu l'as en prof de musique, c'est pas très grave pour la musique. À l'école, non mais pour les maths, quand t'as un prof comme ça, je sais pas, vous êtes pas arrivé? Ah si, moi j'avais une prof de musique. Pendant un an, c'est le bordel dans la classe, et à la fin de l'année, on lui dit, bon, va falloir aller se reposer en dépression, hein, madame. Donc elle part se reposer, et toi, t'as juste rien appris pendant un an. Moi, je peux même vous dire, c'était encore plus cruel, on avait une prof de musique aveugle, et donc le grand jeu, c'était de partir de la classe sans que ça n'aperçoive. Voilà. Génial. Bravo. Alors, vous avez un petit coup. On l'a eu. Allez, on l'a eu. Transformiste aussi, c'est-à-dire pour passer de personnage en personnage, c'est soit une petite coupe de cheveux qui change, vous détachez un cheveu, vous mettez un vêtement. C'est Isabelle qui a voulu ça. Isabelle Nanty, elle a voulu que les changements se fassent à vue. Ouais. Ça marche bien parce que ça donne du rythme. Ouais, moi je voulais sortir du plateau, ou ouvrir une porte. Non, un bisé, tu t'es là, tu mets une paire de lunettes devant le public et tu deviens avec le corps et puis tout qui va avec, hein, le corps, la voix, l'autre personne. Donc les gens assistent à ça en direct. Alors il y a un truc qui est assez frappant aussi, c'est votre côté exhibe. Il y a un sketch, oui, c'est vrai. La prof d'art plastique. D'ailleurs, vous l'avez pas mis. Non, je l'ai pas trop mis, c'est-à-dire que moi l'horaire le permet pas. Non, c'est pas ça, c'est que pendant tout. C'est plus un truc en direct en fait, mais bon, je sais pas si ça va être possible. En même temps, si vous n'êtes pas chaude pour le faire, vous le faites pas. Tu veux voir les madame? Je sais pas, elle a l'air d'être prête à le faire, elle aime bien ça. Carrément, puis là, je trouve qu'en plus, ça a bien son. En même temps, ça a son utilité en plus. Oui, je trouve que là, vraiment, j'enlève mon cul.
que je le fasse aussi. Calmez-vous. comme La ça, seule je chose serai que je plus peux, la étonnant. seule chose que je peux vous dire, si vous voulez voir mes seins, Venez puisque voir le c'est un spectacle. spectacle topless, venez. Ça, Venez c'est voir le un spectacle. argument. Trêve de plaisanterie, donc il y a un numéro où vous imitez une prof d'art plastique un peu complètement folle. Oui, et donc c'est pendant elle. tout ce sketch-là, Oui. vous avez pratiquement les seins à l'air. Et j'ai bien vu, on se croisait, on les regarde un peu dans la salle, on disait mais c'est fait exprès. Exact, Est-ce que ouais, quelqu'un peut lui dire qu'elle a les seins à l'air, genre Sophie Marceau? Et en fait, c'était pas voulu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à répéter, vu que j'écris un peu debout, tu sais, d'après improvisation, c'est ce qu'on appelle l'écriture debout. Et par exemple, Shirley Dino ont pas mal travaillé comme ça, ou Philippe Cobert. Et donc, Rien que ça. j'improvise, et en fait, non mais c'est pas, je dis des noms pour que les gens puissent voir, et en fait, on est plein à faire ça. Et donc, j'improvise, et puis je me rends compte, je ne me rends pas compte que ma robe, la bretelle s'en va. Et j'ai le gars qui me mate, qui relève un peu l'impro, qui regarde et qui est mort de rire. Donc je finis, je fais ouais et tout, il me fait putain t'es dingue et tout. Et moi je suis là, ah ouais vraiment? J'ai pas l'impression d'avoir... Il dit non mais c'est fou le truc de la bretelle. Et je fais quoi? Et là on revisionne, on avait filmé et je me rends compte qu'on voyait, donc je l'ai gardé. En fait c'est parti d'un accident. D'accord. Et donc c'est pour ça que je garde le côté... Enfin, accident, faut le dire vite, parce que vous avez tourné des petites pubs pour promouvoir le spectacle, et là encore vous êtes à Ah non, poil. non je suis pas à poil. Enfin, On dirait ma mère. on regarde. Julie Ferrier dans Aujourd'hui c'est férié, mise en scène par Isabelle Nanty, à l'Européen avec Canal+ et France Inter. Point de vente et location habituelle. Donc c'était une pub pour le spectacle de l'an dernier, hein, ne vous trompez pas, là c'est au Théâtre Comédia du 13 au 16 juin. Alors, comment on vit ça finalement, cette projection très mal. publique? Ouais, c'est ce qu'on appelle un moment de Alors solitude. comment ça, c'est une J'assume pas erreur? du tout. J'ai pas compris. où Et est non, la- c'est pas une erreur. C'est-à-dire très que beau. le réalisateur, Aucun sens Il ne critique. perd jamais une occasion. Ouais, c'est original en plus. non, mais le réalisateur, c'est un pote qui a réalisé Laurent Tessier. C'est Ouais. lui d'ailleurs la voix off en plus. Et il m'a dit, on déconnait. Et puis, je sais pas, tu tournes le truc pour rigoler. Et seulement après, ça a été, comment on dit, mixé, étalonné comme un... Ils avaient les deux pistes. Et puis après, bah... Tu te fais avoir à chaque fois. Quoi. Vous êtes une victime en fait, c'est ça, vous êtes une victime. Non, je suis pas une victime. Non, mais... Mais moi, on m'avait dit que c'était une parodie de Carla Bruni. Que vous le faisiez vraiment pour vous foutre de la gueule de Carla Bruni. Pas du tout. Ah bon? Ah non, 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 pas Elle du a tout. pas du tout des seins comme ça, Carla Bruni. Hein. Non, mais elle a le Beaucoup côté de plus- ça, les cheveux en Beaucoup plus moustache quoi comme ça. Beaucoup moins bien. Ah non, Mais Valérie Mercier, elle a fait ça beaucoup aussi. plus Ah non, mais elle a fait ça, Valérie Mercier, sur son dernier spectacle. Elle se monte, elle avait fait un truc où elle montrait ses seins sur scène comme ça dans une envie d'exhibition. Ah ouais, direct, de dernière franche. minute, franche, Voilà. de dernière minute, mais toujours pareil, un truc vraiment choquant, inattendu. C'est pour ça qu'on vous le avant un proposait tout à spectacle. l'heure, à vrai dire. D'accord, oui, mais n'insiste pas, je ne montrerai pas mes nibards. C'est votre maman qui le demande, hein. Franchement, quand un garçon demande ressemble à votre maman, c'est le moment d'en profiter. On va dissiper finalement. Attention, Dany, parce que vous aviez déjà du mal à choisir entre Julie et Sidonie. Le choix va se compliquer un peu plus, Dany, puisque nous allons accueillir maintenant. Il est distrait, mais il va pas rester longtemps distrait, dans la mesure où bientôt va arriver Delphine Chanéac. Ah ouais, ça se complique un peu, Dany. Mais qu'il est gourmand. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine, merci beaucoup de Julie et moi. de nous rejoindre. Dany est toujours extrêmement soucieux de la première impression qu'il peut faire lorsqu'une jeune fille arrive. C'est Ça pourquoi serait il a bien baissé ça. Ah non. de lui dire d'emblée un peu l'impression que vous avez de lui, comme ça après il est plus détendu. Il cherche un truc désagréable. hein. Non, pas du tout. Vous Ah pouvez, bon enfin, vous pouvez le trouver beau, séduisant, tout ce que vous voulez. Vous le trouvez comment, Dany? Beau, séduisant. Voilà, regardez. Vous avez du goût. Ah, rien lui fait plaisir. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Delphine. Vous l'avez déjà vu quelque part, non? Oui, bien sûr. Oui. J'ai vu à la télé. Où ça? Sur M6. Excellent. Ah, tu vois, Jean-François, t'as voulu le coincer, t'as pas réussi? Moi, je l'ai vu au cinéma, Où ça dans Incontrôlable. Ah, mais je l'ai pas vu. Bref, t'intéresse pas la aux meilleure raison sans doute Si, de mais connaître Delphine, je pense que c'est encore de pour ça l'avoir que les lu. gens vous reconnaissent le plus, c'est cette série d'M6 qui a été diffusée l'été 2006, c'est ça? Exact. Ouais. Les yeux de Laura, donc vous étiez l'héroïne principale. C'est pas les yeux. C'est pas les yeux, c'est Non, quoi, alors ça Tu confonds avec les s'appelle, yeux de Laura Mars. Laura.
Ah oui, ça s'appelle Laura, je pensais que c'était ça le titre des yeux. Excusez-moi. Non, mais c'est drôle. Diffusé sur M6. Et vous venez aujourd'hui pour un livre que vous écrivez. Ça s'appelle La nuit, mon père me parle. Donc on pourrait penser que c'est une biographie, que ça raconte vos aventures de comédienne, ou que vous avez écrit un roman. En fait, c'est un témoignage, plus exactement. Et vous racontez que vous êtes médium, que c'est quelque chose que vous avez senti confusément lorsque vous étiez enfant, et qui s'est affirmé très nettement lorsque votre père a disparu. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez un contact encore avec ce père tant aimé, tant chéri après sa mort. Et vous racontez ça avec un ton de franchise qui rend ce livre à la fois touchant et convaincant. On va en parler dans un instant. C'était juste pour vous accrocher un peu. J'ai bien résumé ? Très bien. Tu as même satisfait de Jean-François. Ça me donne envie de le lire. C'est dire. Ah, mais je pense que simplement Jean-François était un peu lassé, j'étais un peu long, donc on va faire plus court, on revient sur ce livre. On va d'abord passer par un petit peu de rire. Ben, et en plus, t'es pas venu tout seul ce soir, Ben. T'es venu avec un copain. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit Delphine Chanéac pour son livre intitulé La nuit, mon père me parle, dans lequel donc, comme tu l'as dit, elle témoigne de sa capacité à se brancher au surnaturel. Et j'ai moi-même vécu une expérience un petit peu mystérieuse comme ça, la nuit dernière. Mais avant de vous raconter cette histoire, je voudrais vous présenter Arnaud de sa mère, un ami à moi à qui je dois de la thune. On peut l'applaudir malgré tout. Alors, précise qu'Arnaud n'est pas une marionnette, hein. Oui, Arnaud, donc je lui dois de la thune. Et Arnaud est venu pour faire la ponctuation de cette chronique et prononcer les conjonctions de coordination. Point. Je précise qu'Arnaud de sa mère n'est pas son vrai nom. Virgule. Il s'appelle en réalité Jean-Louis de sa mère. Point de suspension. Mais parlons plutôt de cet événement bizarre qui s'est produit la nuit dernière à mon domicile. Point. Il était 2h du matin. Oui, alors 2h, 2h30. Ouais, alors non, par contre, t'es gentil, je t'ai demandé de faire juste la ponctuation et les conjonctions de coordination. Et j'étais parti pour aller me coucher. Virgule. Quand soudain, je réalise que je n'ai pas écrit ma chronique pour l'émission du lendemain. Et ça, c'est pas bien, pas bien. Non, t'es gentil, on a dit que les conjonctions et les points, hein. J'appelle donc le rédacteur en chef de l'émission en lui proposant de refaire la même chronique que la semaine dernière. Ça, il le fait à chaque fois, c'est un petit peu... Alors là, ça va commencer vraiment à me saouler. Ouais. Et j'ajoute que notre rédacteur en chef a pour habitude d'être assez vulgaire quand on l'appelle après 2h du matin. Point. Bizarrement, cette fois-ci, virgule, il est resté très calme. Et après m'avoir fait remarquer que c'est la 14e fois que j'oublie d'écrire ma chronique. Tu vois, 14 fois, hein, salopard, hein. 14. Pardon, alors, virgule. Il me demanda d'aller voir dans la cuisine s'il y était. Point. Après avoir regardé plusieurs fois dans le frigo, virgule, je repris mon téléphone pour lui dire que j'avais bel et bien trouvé des chaussettes, mais qu'il n'était pas dans ma cuisine. Point. Bizarrement, là encore, virgule, la communication avait été coupée. Point d'exclamation, et là j'aurais peut-être mis moi des points de suspension. Ouais, alors moi je pense qu'il y a moyen que je te mette mon poing dans la gueule si tu continues à la ramener comme ça. J'ai bien essayé de le rappeler, mais je suis tombé sur son répondeur. Point. Comme j'aime bien faire des blagues sur les répondeurs, virgule, j'ai mis mon téléphone à côté de mon cul et j'ai lâché une caisse. Alors, qui t'a demandé de terminer ma phrase? Je sais pas, je l'ai senti, j'ai improvisé au feeling. Ouais. Et tu comptes improviser souvent dans ma chronique, là? Point d'interrogation. D'accord. Dans la foulée, je décide donc d'aller chez mon pote Arnaud de sa mère. 2 points, ouvrez les guillemets. Eh Nono, je suis dans la semoule avec ma chronique, c'est pour demain et j'ai rien foutu. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il ouvra la porte, il ouvra la porte, il ouvrit la porte, virgule, allumit son ordinateur, quoi? Alluma son ordinateur. Alluma son ordinateur et commençit de tapoter. Laisse tomber. Commençit de tapoter sur son clavier pour écrire cette chronique. Point. Pendant ce temps-là, je me dirigeais dans la salle de bain pour aller me toucher. Me doucher. Pour aller me doucher. 4 points d'exclamation. Ouais. En sortant de la salle de bain, virgule, j'avais un peu sommeil et comme Arnaud a un clic-clac, je lui ai demandé s'il pouvait dormir dans son canapé afin que je puisse squatter sa chambre. Point. C'est alors qu'il s'est produit un phénomène étrange. 2 points. Arnaud est un garçon très calme qui ne parle quasiment jamais. Mais cette nuit-là, virgule, après avoir écrit cette chronique, je suis convaincu de l'avoir entendu me dire 2 points, ouvrez les guillemets. Ah non, c'est pas ça que tu m'as dit l'autre jour. Non, je fais la ponctuation. Ah oui, merde, d'accord. Je suis convaincu d'avoir entendu me dire quand est-ce que tu comptes me rendre mes 200 €? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Et c'est pour témoigner de ce phénomène paranormal que j'ai décidé d'écrire un livre qui s'intitule La nuit,
Sa mère me parle. En attendant qu'Arnaud termine d'écrire mon bouquin, vous pouvez lire celui de Delphine Chanéac. Sinon, tu comptes me la rendre quand, la thune? Ta gueule. Point final. Bravo. Et Arnaud de sa mère. Bon, vous voyez que les contacts avec l'au-delà de Ben n'ont rien à voir avec celle que vous racontez dans ce livre. Vous, vous avez l'impression d'avoir un contact avec l'au-delà, c'est comme ça que vous définiriez ce don? Oui, après l'au-delà se définit plus par mon père déjà dans un premier temps. Et le contact maintenant est beaucoup plus limpide. Enfin, c'est compliqué à décrire parce que moi je le vis tous les jours et je le découvre un peu en même temps que, j'allais dire en même temps que vous, mais presque. Une manière de vous rendre compte de ce don, c'est que, peut-être que d'autres l'ont vécu, mais vous avez eu le sentiment dicté dans un rêve de savoir où était la fameuse bague précieuse de votre père, précieuse dans un sens sentimental que votre mère cherchait. Et dans un rêve, vous avez entendu une voix qui vous disait tu vas la trouver dans le pot et tu sentiras ton pouce qui s'enfile dessus. Et c'est exactement comme ça que vous avez retrouvé la bague. Voilà. Je pense que tout le monde rêve, tout le monde fait des rêves, parfois même un peu marquants. Mais c'est vrai que ce matin-là, je me suis réveillée avec vraiment cette phrase en tête qui était très précise et je la répétais en boucle, comme un automate. Mais ça, c'est des rêves prémonitoires, c'est pas parler à l'au-delà. Mais oui, mais comment prémonitionner de quelque chose? Qu'on ait un signe dans son rêve, ça peut arriver. Et c'est prémonitoire, c'est pas parler à l'au-delà. Vous lui parlez parce qu'il est mort, vous lui parlez dans un monde où il continue à vivre. J'ai pas dit que moi je pouvais lui parler, c'est-à-dire que lui me parle. La nuit, mon père me parle. Mais il dans me vos parle. rêves. Dans un rêve, et même parfois maintenant éveillé. Mais c'est-à-dire que l'emplacement de cet objet, j'aurais jamais pu le connaître de moi-même. Et vraiment, donc, je suis arrivée chez ma mère en disant je vais retrouver la bague, je vais mettre maman dans un pot, elle va s'enfiler sur mon pouce. Et effectivement, ce jour-là, je suis arrivée, elle m'a dit très sereine, on est quand même juste 3 jours après le deuil, et j'étais un peu chiffonnée d'habitude. Là, j'étais mieux. Et je me suis levée très simplement, j'ai ouvert un placard dans lequel il y a beaucoup de pots, de pins, de conneries. J'ai mis ma main, j'ai senti quelque chose s'enfiler sur mon pouce, j'ai levé la main, c'était la bague, effectivement. Donc là, vous racontez le rêve fort, enfin, c'est lié vraiment, c'est 3 jours après le décès de votre père, vous êtes dans un état émotionnel qui est celui du deuil, on peut comprendre, mais ce que vous racontez dans le livre, c'est que derrière ce moment fort, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en vous que vous ne maîtrisez pas, mais que vous commencez à découvrir, c'est que vous pouvez effectivement parler... Vous sentez des présences, votre grand-père est décédé, vous sentez sa présence. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, dans votre vie auparavant, quand vous avez un contact avec, on va pas dire l'au-delà, mais un contact, on va dire médiumnique, il y a des sensations physiques qui se manifestent, des tremblements, des sueurs froides, et que ces sensations physiques, vous les avez déjà éprouvées avant, quand vous étiez plus petite, sans être capable de dire que c'était médium. Donc vous avez le sentiment que c'est un don avec lequel vous êtes né, vous savez maintenant le cerner, l'identifier et le définir. Moi, j'aime bien utiliser ce mot d'énergie. C'est peut-être une énergie que j'avais et que j'arrivais pas bien à retranscrire ou que j'arrivais pas bien à utiliser, et que du coup, peut-être qu'elle se manifestait en méchanceté, en agressivité, en façon très nerveuse de faire du mal. Peut-être qu'on s'intéresse à moi, tout simplement, et peut-être de communiquer. Et aujourd'hui, avec l'âge et en étant un peu plus sereine, peut-être que les choses me viennent... Vous maîtrisez mieux cette énergie qui vous traverse, qui n'est pas vous, hein. Vous sentez que c'est quelque chose d'extérieur à vous. Vous dites qu'au départ, vous pensez que cette présence étrangère, ça peut être une présence maléfique, comme on dirait le diable. Alors, un autre don dont vous parlez, que vous avez réalisé, c'est toucher la main de quelqu'un, et en touchant sa main, avoir une vision comme dictée très nette de sa situation intime. Christopher Walken dans Dead Zone. N'est-ce pas? Comment vous expliquer? Par exemple, dans un public comme ça, une trentaine de personnes, tout d'un coup, c'est vrai que je vais focaliser sur une. Choisissez si vous voulez. D'accord, peut-être c'est un peu long. Mais je vais ressentir quelque chose d'une personne en particulier. Et du coup, parfois, ça peut générer des choses. C'est-à-dire que sans forcément avoir un contact physique, parfois, je vais ressentir que, par exemple, la personne, même si elle paraît très heureuse, mais c'est marrant, je sens une faille, je sens quelque chose. Mais l'effet secondaire de ça, c'est que j'imagine que dans l'entourage, là ça se voit bien déjà autour de la table, dans le meilleur des cas, vous obtenez l'incrédulité, et dans le pire des cas, la moquerie. Donc, bien sûr, évidemment. Donc vous gérez ça au quotidien? Ouais. Oui, parce que de toute façon, j'espère le dire dans le livre, c'est que quoi qu'il en soit, qu'on me croie ou pas, qu'on me croie dingue ou pas, ce que je dis, c'est jamais à mal. C'est toujours pour les autres, c'est toujours pour protéger, entre guillemets. Donc, même si on ne croit pas, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire du bien aux gens. On vous a invité parce que le livre, quand vous le racontez, vaut par la manière dont vous... Enfin, Jean-François, qui est critique littéraire, l'a lu, pense aussi du bien. Faut vraiment description de l'expérience. Juste, on est tous autour de la table. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Est-ce que ça vous parle? Mon premier...
Mais je vais pas raconter Je laisse des... les gens je rire. raconte pas Attends, des- mais d'accord. hein. Blague. Ça a fait rire tes Non, non, c'était C'est bon ça. Bon, Bravo. d'accord. Vous, Dany, tout à l'heure, vous disiez que non, mais vous aviez une croyance en quelque chose après la mort, en quelque chose qui dure au-delà de l'avance ou après, oui. Mais simplement, parce que quand vous entendez raconter ça, il y a des expériences qui... Moi, mon père a disparu il y a 2 ans et je sens de temps en temps que quelque chose, ouais. Je sens. Et on le sent comment? Non, c'est nul. C'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. On n'est pas à une mauvaise blague près, on en a quand même fait quelques-unes là depuis tout à l'heure, c'est bon. hein. Non, mais je ressens quelque chose comme une présence. Des fois, je suis assis en voiture, sur le siège à côté, c'est quelque chose, en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. Vous voyez, c'est plus dans... C'est très bien d'avoir écrit un livre. C'est très bien d'avoir écrit un livre parce qu'on a le temps de développer tout ça. Mais c'est quelque chose qui est plus dans le ressenti que dans... On ne peut pas le communiquer. C'est quelque chose de très intime. Voilà, moi, je pense que mon père qui est parti, de temps en temps, vient me donner des petits conseils. Vient me souffler des choses. Ouais. J'en suis sûr. Vous n'auriez pas une idée de transition là, parce que Alors, c'est ce qu'il faudrait justement, nous j'allais dire, souffler. on n'est pas une malade exprès. Dans le conducteur, ce qui est prévu juste derrière, c'est un jeu. D'accord. Mais non, mais il faut surtout, comment dire... Donc mon père va me souffler les réponses du jeu. Vous voyez, Mais non, mais peut-être, c'est- je puisse gagner. En tout cas, je voulais juste vous dire que vous avez un C'est vrai, regard incroyable. Ah, ça y est. Heureusement, Dany était là pour la transition. Non, mais Allez. c'est vrai. Non, mais je vais vous dire, vous avez un regard incroyable. On a l'impression vraiment que vous voyez au-delà des apparences. Votre regard est... Ça va pas t'arranger. On vous l'a ruminé Ça depuis va le pas début de t'arranger. l'interview, cette phrase. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve qu'elle a un regard incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. faire J'ai un l'impression plan sur les d'être... yeux de Je vais vous dire un Delphine, truc. on verra qu'elle a Ils un vont regard encore se moquer, mais j'ai l'impression d'être déshabillé par vous. J'ai l'impression que vous voyez quelque chose, vous voyez. Est-ce que vous voyez J'ai que vous l'impression êtes qu'on- la 8e fille à qui il dit ça depuis ce matin? Non, mais je plaisante pas du tout. Si on peut faire un gros plan sur ses yeux. Mais... Alors on fait un gros plan sur les yeux de S'il te Delphine, plaît, à Laurent Brun, il va le faire. pendant lequel on rappelle juste le titre de ça. C'est vrai que le sujet est grave, on en a parlé très sérieusement, mais ça nous intéressait. On avait tous effectivement un lien avec ce que vous racontez, avec l'idée qu'il existe autre chose que la réalité dans laquelle on vit. Ça n'empêche pas la bonne humeur de poursuivre. Voilà, Delphine Exactement. Chanéac, Est-ce que c'est la votre- nuit, mon père me parle. Alors un petit questionnaire, un petit jeu, et les esprits sont là pour nous aider. Delphine Chanéac. Oui. Parce que Dany Briand, c'est pas son vrai nom. Comment ça, c'est pas Donc son ça, vrai nom? ça nous a donné envie de faire un petit jeu sur les pseudos. C'est marrant ça, Jean-François Panon, t'as l'air content. Pas con. Non, mais Dany, comment alors c'est? Vous l'avez dit tout à l'heure? Moi, je peux le dire, je m'appelle Danny Cohen. Mais ça faisait trop de noms de docteur, alors je l'ai pas gardé. Ah oui, docteur. Et pourquoi vous avez choisi Brillant? Brillant parce que quand j'étais petit, j'adorais Prince Vaillant. Et je voulais m'appeler Danny Vaillant, mais c'était pas C'est terrible. vrai, mais- moi je vous ai vu au 3 Maillet, vous appeliez David Cradock. C'est Cradock. ça d'avoir David Ah bon Cradock comme Non, surnom. c'était pour déconner parce que. Non, mais c'était pas très vendeur comme. Non, mais entre Dany Briand d'un côté. Vous et aussi, David vous m'avez vu au Cradock. 3 Maillet? C'est incroyable. Vous m'avez vu à la Nouvelle, vu au 3 Ouais. Maillet? Non, mais c'est pas vrai, vous avez pas eu C'est ce énorme. surnom-là. Vous avez pas eu David Oui, Cradock comme vous m'appelez surnom. aussi Danny Cotine. Jeu de mots. Donc finalement, Dany Briand sur les 3, c'est quand même le mieux. hein. Alors, quelques exemples célèbres. Patrick Maurice Benguigui. Est-ce que c'est Patrick Poivre d'Arvor? Est-ce que c'est Patrick Bruel? Ou est-ce que c'est Jason Patrick? Bruel. Bruel, ouais. Tout le monde le sait. Bon, Non, on part. tête. Ouais, mais Ah, yes, moi bonne je ne blague. savais pas, mais je dirais Bruel, comme ça. Ensuite, qui est Hervé Je savais Fornery? Est-ce que c'est Patrick Juvet? Est-ce que c'est Hervé Villard? Est-ce que c'est Dick Rivers? C'est Dick Rivers, mais faudrait pas juste faire des trucs sur mes chroniques. En même temps, si tu sais, t'es pas obligé de faire le malin, tu peux laisser les autres participer. Voilà. Ouais, Alors, mais ça me fait chier. Je pense que c'est Dick Rivers. C'est Dick Voilà. Rivers. Hervé Fournier, oui. Oui, bien joué. Qui est Yafa Eli? Est-ce que c'est Booba? Est-ce que c'est Elie Semoun? Est-ce que c'est Matt Pokora? C'est Booba. C'est Booba. Non, pas du tout, c'est pas lui. Booba. Dany, ça se voit que t'es jeune. Qui est Valérie François? Est-ce que c'est Jean-Pierre François? J'ai Est-ce dit que c'est rappeur. Bustaflex? Ou est-ce que c'est Frédéric François? C'est Bustaflex. Mais tu sais tout, toi. Sur les rappeurs, je connais tout. Elle est là, elle nous présente les informations comme personne d'autre nous la présente. Tu sais que sur son La- passage dans la rue, désormais, on entend Zou. Zou, 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 zou. C'est Mademoiselle Zouzou. Bonsoir, je suis Keltom Zozo. Ouais. People. La célèbre comédienne Jennifer Aniston est un cœur à prendre. D'après certains journaux d'investigation, la belle américaine s'est séparée de son boyfriend, mais elle veut pas rester seule. Moi, je la connais.
c'est véridique. Et je l'ai présenté à Hedek Blakowski. Mais elle m'a dit, Jennifer, elle m'a dit, je suis désolée, mais moi j'aime les hétéros. Hein. Oui, c'est... Alors chacun sa vie, chacun sa chambre. Mais en plus, je comprends pas, mais toutes les filles, ils sont à la recherche de la perle rare. Alors moi, j'ai envie de dire ce soir, est-ce qu'il y a un garçon perle rare dans la salle? Il y a moi. Il y a toi? Non, moi. Si toi, t'es la perle rare, Anna, je suis un joyau alors. Hein. Allez, la suite. Je suis désolée. Chanson. L'excellent chanteur Danny Briand publie son 6e album, ça s'appelle Histoire d'amour. On y peut savourer tout un panel de Gilbert Bécaud, Frank Sinatra, Charles Aznavour ou encore Elvis Presley. Moi, j'adore Danny Briand parce que lui, il a réussi à dire aux gens il faut danser à deux. La danse du salon, c'est la danse de Inch'Allah, Ya Rabbi, tu vas te marier. C'est important, c'est vrai. C'est le cha-cha-cha, le mambo, le tango et le zouklov. Tout ça, c'est important. En plus, mes copines et moi, on l'adore parce qu'on a pris son ancienne chanson pour en guise de hymne. Parce que nous sommes des Catherinettes, hein, enfin des zouzoulettes. Hein. Ça fait comme ça. J'ai perdu la tête, j'arrive pas à trouver un mec. Je perds la raison, je suis la honte de la maison. La suite. Sport. Le footballeur international Nicolas Anelka va prêter son joli visage pour une marque de parfum. Moi, j'aime bien Nicolas Anelka, mais le problème, c'est qu'il n'invite pas souvent à l'équipe de France. Oui, parce qu'il a un mauvais caractère, comme Eric Cantona. Et comme Eric Cantona, il s'est réfugié à l'Angleterre, et comme Charles de Gaulle, le général. Oui, c'est vrai. Et à ce qu'il paraît, Nicolas Sarkozy, quand il était jeune, déjà à l'époque, il a dit au général de Gaulle, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est pour ça le général de Gaulle, il est parti à Londres, il a trouvé un travail dans une cave. Il a fait DJ dans une radio underground. C'est l'histoire de France. Allez, la suite. La suite, c'est vrai, hein? Tendance, rien ne va plus dans les couples. En France, 1 divorce sur 3 est prononcé et 1 sur 2 apparaît. C'est grave. Alors il faut aller en banlieue chercher le mari. Tu vas à Saint-Denis le jour de marché, il y a plein de maris sans les papiers et va t'aimer direct, t'inquiète pas. Si, c'est vrai. C'est vrai. On va finir ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime de chez nous. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors arrête de te réveiller à midi et va travailler, ya l'hamar et rioul. Merci les copains, c'est gentil. Merci. Mademoiselle Zouzou, alias Amel Chabi du Jamel Comedy Club. Oui. La roulette à questions, c'est des questions des vrais gens. On commence par, allez, Delphine. D'accord. Derrière vous. Est-ce qu'on est fidèle dans le show business? Dans le show business, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, oui. Moi aussi. On est un peu déçus là. En même temps, ça vous engage à rien de le dire. Hein. Ah, quel gâchis, ces yeux extraordinaires et tout ça. Il était intéressé en plus. Enfin, c'est vraiment moche que vous soyez fidèle. Julie. Une question de la rue pour Julie. Ça se passe derrière nous, il faut tendre l'oreille. Hein. Vous vous trouvez comment devant la glace? Oh merde. C'est Gégé le boucher. On dirait gamin. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, j'aime bien mes yeux, c'est tout. Bon, et Voilà. Dany, pourquoi il n'aurait pas une roulette à question? Il n'y a aucune raison. Allez, roulette à question pour Dany. Est-ce que vous préférez que je télécharge gratuitement votre album ou je ne l'écoute pas du tout? Écoutez, s'il ne doit pas l'acheter, il peut le télécharger, mais bon. Après, comment je vais payer les musiciens, moi? Ouais. Enfin, en même temps, vous êtes un ancien voleur, donc vous pouvez comprendre. Ah, c'est un truc entre vous, ça.
Jean-François, je crois que tout ce que vous pourrez dire maintenant sera plus intéressant que ce qu'on est en train de dire pas sûr, en ce mais moment. Bon, ouais. Vous n'allez pas pouvoir éviter le 60e anniversaire du Festival de Cannes. Et quand même on voudrait, pourquoi l'éviter? Non, mais d'ailleurs, il ne faut pas. Vous êtes un habitué de Cannes, vous, Jean-François? Non, moi je connaissais pas bien, et parce que c'est devenu un peu... Vous savez que c'est l'événement le plus médiatisé au monde. Après la Coupe du Monde, après les Jeux Olympiques. Oui. La Coupe du Monde de foot. Moi, je suis persuadé. Oui, t'as raison. N'importe quoi. C'est troisième au moins la Coupe du Monde de foot. Il doit raisonner en nombre d'accréditations. Sur le Festival de Cannes, de toute façon, c'est un truc tellement énorme que rien n'est sûr. Par exemple, c'est très difficile de compter 60 ans parce que le premier festival a eu lieu en 39. Il a été interrompu par la déclaration de la guerre, absolument. Donc on ne sait pas combien d'années ils ont compté parce que 39 plus 60, on n'arrive pas à 2007. Il y a eu des années qui n'ont pas eu lieu pendant la guerre. Il a été interrompu en 68. Il y a eu une année dans les années 50 où il n'y avait pas assez de fric. Mais moi, j'ai lu 2-3 livres que je vais citer à la fin sur le Festival de Cannes. C'est une histoire, mais extraordinaire. On apprend des tonnes de trucs. C'est un événement tellement énorme qui a brassé tellement de légendes que ça se lit avec passion. En même temps, on a un peu l'impression de connaître ça. On se dit, ouais, on connaît Cannes. Par exemple, qu'est-ce qu'on apprend alors? Par exemple, le premier truc, à l'origine, cet événement médiatique hyper mondain, hyper glamour, ça a été un acte anti-fasciste. C'est un type qui s'appelait Philippe Erlanger, qui remontait de la Mostra de Venise, qui est plus ancienne que le Festival de Cannes. Et à la Mostra de Venise, chaque année, depuis l'accession d'Hitler au pouvoir, Goebbels et Mussolini imposaient leurs films. C'est même une affaire de jalousie, parce que la Mostra de Venise existait bien avant le Festival de Cannes, et ce type-là a dit, il faut quand même faire un festival en France, on va pas se faire taper Ouais, par mais pour une raison très précise, c'est qu'en 37, c'est la grande illusion de Renoir qui aurait dû avoir la Mostra de Venise. Goebbels et Mussolini sont intervenus, et c'est un film tout à fait obscur qui s'appelle Scipion l'Africain, qui était propagande fasciste, qu'il a été. Et l'année d'après, et ça je ne le savais pas, en 38, c'est Quai des Brumes qui devait avoir la Mostra de Venise. Et vous savez qui l'a eu? Pareil. La secrétaire d'Hitler. C'est les dieux du stade de la fameuse Riefenstahl, si vous vous souvenez, les athlètes nus en Qui est une grande photographe par ailleurs. Hein. Magnifique photographe. Bon, je ne vais pas épiloguer, mais voilà, ça c'est l'histoire, c'est les fondements du Festival de Cannes. Et au départ, Cannes, c'est pas glamour du tout. Pardon? Au départ, Cannes, c'est pas glamour. Non, c'est ça. Erlanger, tout le monde l'a oublié, c'est vraiment le fondateur, c'était le combat de sa vie. Il a donc créé un premier festival en 39, et après, juste pour le faire d'une manière un peu imagée, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a des mots qui sont rentrés dans le langage courant et qui viennent du Festival de Cannes. Lesquels vais-je vous demander? Alors, parce que c'est une manière marrante d'aborder l'histoire et de se souvenir, c'est chargé de sens et de symboles et d'histoires formidables, c'est irrésistible. Sémiologue ou pas sémiologue? T'avais oublié que t'étais sémiologue là. Et le premier, c'est peut-être le plus célèbre de ces histoires de croisette de Riviera, le premier terme, c'est dès les années 49, c'est bikini. Voilà, le mot bikini, c'est inouï, c'est 47 bikini. Alors, il y a une photo, en principe, tout le monde sait ce que c'est qu'un bikini. Un maillot de pièces. Ouais, et bikini, c'est qu'en 46, les Américains ont fait le deuxième essai atomique sur un petit atoll du Pacifique qui s'appelait Bikini. Et il y a une marque de maillot de bain qui a donné ce titre à leur maillot de bain. Ça a fait fureur et c'est devenu le bikini. Et des histoires comme ça sur Cannes, il y en a plein. Alors, quels sont les autres mots, par exemple, qui... Marquer un bikini sur une bombe, hein, c'est explosif. Hein. Ouais, mais... Ça, c'est bon. J'ai essayé. Bon. Non, c'est pas grave. Ensuite, je crois que un jour ça marche plus dans la chanson. Il reste le one man. En 60, un mot extrêmement célèbre qui est très très moderne, c'est le mot paparazzi. Le mot paparazzi. Ah, paparazzi, oui. Paparazzi, ça vient de la Dolce Vita, qui a eu la Palme d'Or. Et si vous vous souvenez, dans la Dolce Vita, Mastroianni, qui joue un reporter mondain qui cherche du scoop, s'appelle Paparazzo. C'est comme ça qu'il est passé. Le nom de Mastroianni dans la Dolce Vita, c'est Paparazzo. Il s'appelle Paparazzo. Alors, deux mots qui sont pas très connus, mais qui ont eu une histoire formidable. C'est De Gaulle qui les a prononcés. C'est le mot machin et le mot chienlit. Et machin, c'était pour désigner l'ONU, je crois. Oui, alors un machin et la chienlit. Et en fait, il les a prononcés tous les deux dans une phrase qui est restée célèbre. Là, on est dans les années 60. Le festival a failli être interrompu sur un film de Buñuel qui s'appelait Vidriana. Ça a été un tel scandale, un tel tollé du Vatican, que De Gaulle a convoqué Malraux, qui était ministre de la Culture, qui défendait le festival, et il a dit « Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Avec vos excités à Cannes, il faut m'arrêter cette chienlit. C'est deux mots qui sont devenus célèbres et chienlit s'en est servi des années plus tard, en 68, pour malheureusement passer la main. Donc voilà, je vous cite 2-3 livres où on peut lire le festival de... Il y a plein de mots encore. Boycott. Boycott, c'est pour le guépard de Visconti. Alors il faut voir que c'est toujours des complots, c'est pas très honnête le festival. Il y avait un mec qui s'appelait Fabre Lebray, qui est l'âme du festival, qui disait au jury comment voter. Donc du guépard jusqu'à Apocalypse Now...
Dans les pressions sont moins lourdes. Lui, c'était vraiment un petit artisan, il portait son festival, il fallait voter comme on voulait, comme il voulait. Sagan avait témoigné là-dessus, comme quoi, quand elle a été dans le jury, Sagan, c'était dans les années 70. Pour Apocalypse Now. Mais par exemple, l'expression boycott, le guépard, les responsables du festival ont absolument voulu faire venir le guépard sur la croisette. Zanuck, qui est un des plus grands producteurs d'Hollywood, a dit si je vous envoie le guépard et qu'il n'a pas la palme, ça avait ruiné la moitié de Hollywood, le guépard de Visconti. Si ça n'a pas la palme, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. J'ai au casse-pipe. Donc l'autre avait dit on va s'arranger. Et en fait, ils se sont pas très bien arrangés. Le guépard est arrivé, Claudia Cardinal est arrivée, elle était sublime. Le problème, c'est qu'elle a fait la gueule. Et le mot boycott est apparu en France pour la première fois à cette occasion-là. Elle n'a pas vu les photographes de l'après-midi. Ils étaient fous furieux. Et quand elle a monté les marches avec Lancaster, ils ont tous posé l'appareil photo au pied des marches. Ça a été le premier boycott de Cannes. Ça a failli empêcher qu'à l'unanimité, le film ait quand même la palme. Parce que le lendemain, elle a posé la photo fameuse avec son guépard au bord de la croisette. Ce qu'il faut dire, c'est que si le Festival de Cannes est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce aux Américains. Donc au départ, on l'a dit, c'était pas un festival glamour. Grâce aux Américains, ça l'est devenu. Ils ont joué le jeu, ils ont envoyé leurs stars très vite. Et ils ont été souvent formidablement récompensés. Apocalypse Now, ça a été aussi une palme. Alors de Jacqueline Monsigny et Édouard Mix, le roman du Festival de Cannes, Rocher. Vous pouvez voir cette saga, la saga du festival. Et entre autres, il sort plusieurs films, plusieurs livres, mais de Xavier Lambourg, cinéma. C'est des très grandes photos de Lambourg, notamment. On peut en voir une sur Orson Welles. C'est vraiment des photos magnifiques. Et ça sort aux éditions Intervalle, voilà. Merci Jean-François pour ce glossaire du Festival de Cannes. Bon Dany, c'est pas faute d'essayer, mais vous allez quand même repartir bredouille, c'est la fin de l'émission. C'était très sympa. Pourtant, tu as eu des opportunités. Vraiment. 3. On va rappeler que Julie Ferrier est sur la scène du Théâtre Comédia du 13 au 16 juin. Et encore une fois, c'est juste de la bombe. C'est un super spectacle. Delphine Chaméac. Alors si vous voulez voir Dany Briand, comédien, je rappelle ce que c'est DVD. Julie Ferrier dans Changement d'adresse. Dans Changement d'adresse d'Emmanuel Mouret, l'extrait qu'on a montré tout à l'heure, et surtout son dernier album, Histoire d'un amour, une chanson sur laquelle les parents se sont rencontrés. Voilà. Merci à tous, c'était bien sympathique de vous avoir. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine avec les agités, d'autres invités sur France 4. Salut les agités, ciao, à la semaine prochaine. Ah,